Alors bonne nouvelle pour vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout retenu ce qu'Alexandre a dit pour comprendre ma presse. Cependant, il y a deux, trois points que je vais réutiliser, donc j'espère que ceux-ci vous les aurez mémorisés. Au pire, je reviendrai dessus et au pire, il y aura un petit temps pour les questions à la fin. Donc si vous êtes prêts, eh bien on y va, on va commencer par quelque chose de simple, la présentation. Donc présentation, je suis David Martin, je travaille chez Fond Technologies. Ça se voit partout, il y a le logo en haut, il manque le t-shirt que j'aurais pu mettre. Je suis directeur du pôle conseil et formation, développeur depuis une petite poignée d'années, et je m'intéresse aussi au sujet des API web et au style d'architecture REST. Et vous verrez que moi aussi je n'ai pas mis une API REST. J'ai fait la même distinction qu'Alexandre. Donc ce soir on va parler vrai, on va parler cache. On va parler cache HTTP. Cache HTTP et la relation qu'il peut avoir et les bénéfices qu'il peut apporter aux API. On va commencer par quelque chose de simple. La plus performante des requêtes, c'est celle qu'on n'a pas à faire. C'est tout bête, mais on pourra pousser au maximum les optimisations qu'on peut faire. Si jamais un client peut faire l'économie de faire une requête, ça sera toujours plus rapide que s'il en fait une, quand bien même elle serait rapide. Et ce postulat-là, ça va illustrer justement l'utilisation à bon escient du cache à différents niveaux. Donc maintenant on va parler un peu de vous, parce que je viens de parler de moi pendant 30 secondes. Alors si vous êtes ici ce soir, c'est que le sujet des API doit vous intéresser de près ou de loin. On pourrait imaginer que vous allez peut-être créer une API web, ou que vous en avez déjà créé une, ou que vous êtes trompé d'étage et que du coup vous n'avez rien à faire ici, vous ne comprenez rien. Mais je ne l'ai pas cité. Dans le premier cas, c'est plutôt bien, parce que ça veut dire que vous vous posez des questions avant de créer une API. Ça va avoir pas mal d'incidences. Dans le deuxième cas, c'est bien quand même parce que vous vous posez des questions, c'est des gens qui ne se posent pas de questions. Cependant, si vous avez déjà commencé à créer une API, il se peut que certains choix que vous ayez faits viennent en opposition avec les concepts du cache HTTP. Pour autant, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, donc c'est pas grave, la prochaine API sera mieux et pourra utiliser le cache à bon escient. Trop vite. Alors, quelques constats déjà. Je pense que si vous avez travaillé sur un certain nombre d'applications, vous serez d'accord avec moi. L'ensemble des ressources manipulées par les applications elles ne partagent pas toutes le même cycle de vie. On va trouver dans une application des données qui vont changer très très souvent, des données qui vont changer beaucoup moins souvent. Il y a vraiment une disparité en fonction des données. Et pourtant, certaines données qui changeraient très peu peuvent être par ailleurs extrêmement demandées. Demander une donnée qui change peu, c'est solliciter le serveur à chaque fois pour la même chose, c'est lui induire donc une charge dessus qui potentiellement pourrait être économisée. C'est un peu gênant de stresser le serveur pour ce type d'action. Là, j'ai reculé. Lorsqu'on analyse les cycles de vie des ressources de façon macro, on peut ranger les entités dans différentes catégories. On peut dire, voilà, on peut faire deux blocs, si on y va de façon très grossière. Le bloc des entités qui changent souvent, le bloc des entités qui ne changent pas souvent. Et puis dedans, on peut commencer à ranger les choses, et se dire, voilà, typiquement, cette donnée-là, elle va changer 3 fois par seconde, alors que l'autre, elle changera 1 fois par an à tout casser. Si je prends deux exemples de ressources diamétralement opposées au niveau de l'animation de leur état, si je prends une représentation d'une cotation boursière, qui par définition risque d'évoluer quand même beaucoup de fois par unité de temps, opposée à la ressource qui va représenter l'entreprise concernée par la cotation, la représentation de l'entreprise, vraisemblablement, évoluera moins souvent, sera moins souvent mise à jour que la représentation de la cotation boursière. Donc on voit bien que les cycles de vie en fonction des types d'entités peuvent varier. Mais bon, c'est pas aussi simple que ça. Malgré tout, des ressources de même nature peuvent aussi avoir des cycles de modification qui sont très éloignés les uns des autres. Exemple, page Facebook, entre différents individus, tout le monde n'aura pas la même agressivité à modifier sa page Facebook. Certains pourront la laisser dormir dans un coin, alors que d'autres seront constamment sur leur téléphone en train de l'updater. Donc constat, à type de données équivalent, les cycles de vie des entités peuvent encore être assez éloignés. Donc la question évidente qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on peut faire l'économie de traitement côté serveur pour les entités de façon générale, encore plus pour les entités qui changent très peu souvent.
Si on formule différemment, est-ce qu'on peut mettre du cache sur une API web et que ça soit efficace? Ce qui sera le débat de ce soir. Donc quelques rappels. Je vais passer assez rapidement parce qu'en fait Alexandre a fait déjà quelques rappels, mais bon, une piqûre de rappel sur la piqûre de rappel, ça ne peut pas faire de mal. Qu'est-ce qu'est ou devrait être une API web? On va commencer par définir ce que ce n'est pas une API web. Une API web, on évitera que ce soit la réincarnation des web services SOAP, juste avec un format JSON. Donc on évitera d'en faire un énième hommage au RPC. Et c'est pas parce qu'on retourne du JSON qu'on a construit une API web, ou une belle API web, on va dire. Et une API web, au même titre qu'un service REST, ce n'est pas non plus une histoire de jolies URL. Certains passent des heures à imaginer quelles pourraient être les belles URL qui vont permettre d'accéder à leurs données. C'est bien, c'est intéressant, ça permet à un être humain, en lisant l'URL, de comprendre potentiellement vers quoi ça pointe. Pour autant, ça ne sert pas le besoin des API web. Voyons maintenant ce que c'est, ou ce que ça devrait être. Donc on va parler d'un service qui est orienté ressources, on l'a vu juste avant, par opposition à un service qui va être orienté méthode ou action, donc plutôt orienté RPC. Une API web, ça va être appelé à être consommé par un client HTTP. Ça a son importance. Le client HTTP, au même titre que le serveur HTTP, devra se conformer à la spécification HTTP. Et tout ça devra parler le même langage et se comprendre. Donc l'API web va être adossée au web oblige sur le protocole HTTP et va donc pouvoir en tirer profit au maximum. Dans la mesure du possible, il existe un certain nombre de principes qui sont édictés par Roy Fielding justement dans sa thèse, qui liste tout ce que devrait être un service pour pouvoir être appelé service REST. Il y a un certain nombre de contraintes à respecter. On a vu tout à l'heure avec insistance les contraintes sur les relations hypermédias, c'est effectivement très important et souvent très oublié. Pourquoi? Parce que c'est souvent le sujet le plus délicat à mettre en œuvre. Donc idéalement, une API web devrait aussi respecter cette contrainte-là et faire usage autant que faire se peut des relations hypermédias entre les différentes ressources qui sont exposées. Donc en fait, n'est pas API REST qui veut. Et pour illustrer justement cette accession au niveau qui permettrait d'avoir le tampon REST approved, en fait, il y a une modélisation qui a été proposée par Leonard Richardson, qui est le modèle de maturité, qui décrit justement dans quel état on peut se situer lorsqu'on construit une API. Alors le niveau 0, c'est le niveau où il ne faut pas rester trop longtemps, voire il faut éviter d'y aller. On n'est pas sur, on est plutôt sur une orientation méthode-action, style web service, comme on en faisait au début des années 2000. On n'est absolument pas orienté ressources avec cette approche-là. On peut commencer déjà par introduire cette notion de ressources dans l'API. Et là, on commence à aller dans la bonne direction. Mais ce n'est pas suffisant. Derrière, on a bien dit qu'il fallait que l'API web fasse usage au maximum des possibilités d'HTTP, et donc, autant que faire se peut, utiliser les verbes qu'HTTP propose. Les verbes sont porteurs d'une sémantique qui va permettre de manipuler intuitivement les ressources qui sont pointées. Donc le niveau 2, utiliser à bon escient les verbes HTTP. Donc on parle de ressources, on utilise les verbes, on pointe une ressource, on va pouvoir définir une action, un delete, un put, un post, un get, etc. Un patch. Mais ce n'est pas encore suffisant. Le nirvana, c'est quand on va au-dessus, quand on commence à mettre en œuvre les liens hypermédias, justement pour aiguiller sur les différentes possibilités et différents changements d'état entre les ressources. Voilà, donc en fonction des API que vous développerez, pensez à ce modèle et pensez à quelle est l'étape au-dessus que je n'ai pas encore atteint et qu'il serait peut-être intéressant d'essayer d'atteindre. Donc si une API web doit profiter au maximum, tirer profit au maximum du protocole HTTP, concernant le cache, qu'est-ce qu'il en dit ce fameux protocole? HTTP est défini dans une longue RFC, la RFC 2616, 2616, qui fait beaucoup de pages, plus encore que la thèse de Roy Fielding, mais qui se lit relativement bien. Eh bien, cette RFC dit que le cache est au cœur du protocole. Et que du coup, étant au cœur et naturellement intégré, c'est plutôt intéressant de l'utiliser, voire c'est même conseillé de l'utiliser. Il a été introduit pour une bonne raison, donc alléger la charge sur les serveurs. Ce serait dommage de s'en priver, d'autant plus que c'est très bien normalisé.
Quelque part dans la grande quantité de pages, on trouve effectivement quelque chose qui dit que le cache est censé pouvoir s'intégrer de façon transparente, sémantiquement transparente en tout cas, et de ce fait ne pas venir perturber le fonctionnement entre un client et un serveur. Le cache va juste être un facilitateur d'accès à la donnée, un booster. Mais là vous me direz, oui mais des caches, on en manipule déjà pas mal, quand on développe, on a accès à des librairies de cache qui peuvent se mettre au niveau applicatif, on peut poser du cache sur les services. Pourquoi on irait en plus rajouter du cache avec HTTP? On en a en plus sous le pied lorsqu'on regarde côté base de données ou les systèmes de persistance de façon large. Donc côté cache, on est déjà richement outillé. À quoi bon? Bonne question. Proposition de réponse. Parce que le cache HTTP travaille à un autre niveau. À un niveau où le produit est fini. Il va travailler au niveau de la représentation qui est déjà sérialisée. Et mine de rien, ça permet de faire une économie non négligeable. La sérialisation des sérialisations, c'est une opération souvent coûteuse, quel que soit le format. Alors les coûts ne seront pas strictement identiques, mais dans tous les cas, ça a un coût. Lorsqu'on cache une entité au niveau HTTP, on cache déjà quelque chose qui est prêt à être envoyé dans les tuyaux, donc prêt à être consommé. Ça évite donc au serveur, par opposition à un cache applicatif, d'avoir à reprendre un objet et le sérialiser pour le renvoyer dans le tuyau. Rappelons ce qui a été dit juste avant. En plus, ça peut être rajouté de façon transparente. C'est plutôt pas mal, ça veut dire qu'on peut commencer sans, si on a fait les choses bien. Et puis, si on a besoin d'avoir un écran de protection devant l'infrastructure, on peut rajouter un cache, deux caches, n cache, et avoir une topologie un peu complexe, si besoin. Donc c'est quelque chose qui est plutôt intéressant, ça ne viendra pas modifier la façon dont l'API a été construite, si elle a respecté quelques règles. Donc ça a l'air bien. Maintenant, essayons de lever le capot et regarder un petit peu comment ça s'est appelé à fonctionner en dessous. Et puis, accessoirement, lorsqu'on aura compris comment ça fonctionne, quels avantages on peut en tirer lorsqu'on construit une API. Ça va légèrement différer par rapport à la construction d'un site web traditionnel où on aura d'autres problématiques. Là, on va s'orienter autour de la notion d'API et voir qu'est-ce qu'une API peut tirer du cache HTTP. Avant d'aller plus loin, on va essayer de définir quelques mots pour qu'on se comprenne bien. C'est important. Pas beaucoup de mots, c'est pas tout le dictionnaire que je vais redescendre. Mais quelques notions. Première notion autour du cache. Un cache, on va le catégoriser entre les caches privés, premier type, ou non partagés, et les caches partagés. Donc partagé, non partagé, ça va être assez intuitif. Un cache non partagé, c'est-à-dire qu'un seul utilisateur est amené à accéder à son contenu. Un cache partagé, c'est le contraire. C'est plusieurs personnes vont pouvoir bénéficier de ce cache et accéder aux ressources qu'il gère. Donc première notion, cache privé, partagé. Autre notion, la notion de serveur d'origine. J'appellerais serveur d'origine le serveur qui est à l'origine de la ressource, celui qui la génère. Par opposition à un serveur qui serait intermédiaire, qui ferait office potentiellement de serveur de cache. Donc, serveur d'origine, celui qui gère la data, qui est à l'origine de la donnée. Une autre notion qu'on va voir dans les prochains slides est la notion de validateur. Un validateur sera quelque chose qui permettra de dire si une entité est identique à une autre. C'est juste ça. Simple. Mais lorsque je parlerai de validateur tout à l'heure, voilà, ce sera un mécanisme pour valider ou non l'égalité entre deux entités. Ça va pour les définitions, donc pas grand-chose. Donc maintenant, revenons sur le cache. Donc principe du cache, ça va être de stocker une entité, potentiellement de lui donner une information de péremption, comme sur les yaourts. HTTP va proposer plusieurs outils pour contrôler ça. La première notion, ça va être la notion de TTL, Time to Live, qui va permettre d'affecter à une entité une durée de vie où on va présumer qu'elle reste fraîche. Et au-delà, potentiellement, elle est moins fraîche. HTTP propose, depuis 1.1, d'autres mécanismes. Il y a un header que vous avez certainement rencontré dans vos années de développement jusqu'à présent, c'est Catch Control. Catch Control, c'est un header qui dispose de plein de directives. Parmi ces directives,
Il y en a une qui est le max age, qui permet de définir justement cette notion de péremption, d'âge, au cours duquel l'entité est considérée encore comme fraîche. HTTP propose aussi quelque chose d'autre, qui sont les entity tags, donc des identifiants de version d'entité, les e-tags, c'est la même chose. Et on va voir un petit peu après dans quel cas c'est mis en œuvre, à quoi ça sert, et comment on les utilise. Donc, commençons par l'approche la plus simple. L'approche la plus simple, c'est de dire, j'ai une entité, elle a un tampon avec une date dessus, ou un âge, et ça va me permettre de savoir si je peux la considérer comme encore utilisable ou pas. Donc, HTTP 1.1 propose depuis 1.0 le header expires, et l'a reconduit dans 1.1, et propose depuis 1.1, ce qui n'était pas le cas avant, catch control. Donc avec expires, on va pouvoir exprimer cet horodatage, tout comme de la même façon, avec catch control, on va pouvoir aussi donner une notion de durée de fraîcheur. Et imaginons qu'un serveur un peu zélé envoie les deux versions, notez que catch control ne prendra le pas sur expires, par définition, dans la spec. Donc un serveur de cache va pouvoir s'appuyer sur ces informations-là que le serveur d'origine envoie. Ça va lui donner des informations sur combien de temps il peut garder une info, et à partir de quand il pourra considérer qu'elle est peut-être moins bonne à consommer. Mais un serveur de cache, il peut aussi prendre des libertés. Il peut ne rien recevoir et se dire, oui, mais quand même, je suis un serveur de cache, je vais quand même essayer de retenir 2-3 entités. Et donc il va pouvoir prendre des décisions basées sur l'analyse d'autres headers. Par exemple, en observant le last modified, qui est propagé, le date, qui est vivement encouragé par la RFC à être envoyé par les serveurs, il va pouvoir définir à l'appréciation, avec ses algorithmes propres, la RFC ne décrit pas ça, c'est le serveur de cache qui va dire, bah, moi j'ai envie de faire une règle qui dit que je vais garder last modified moins quelque chose divisé par 2 fois 3, multiplié par pi, etc. seconde. Et il va garder les entités dans son cache. Donc on a deux façons de gérer. La façon explicite, le serveur d'origine donne de l'info, et la méthode heuristique, qui est en fait une déduction faite par le serveur de cache à sa propre initiative. Donc expires, ça existe depuis fort longtemps, 96, je crois, permet de spécifier donc une date avec un format bien particulier qui est défini encore dans une RFC, beaucoup de standards, beaucoup de normes, qui ressemble un petit peu à ça. On voit qu'on a le jour, le mois, l'année, et puis heure, minute, seconde, et des informations sur le fuseau horaire, avec le GMT. Catch control, ça marche différemment. Catch control ne fournit pas une date, il fournit un âge, avec max age. Et donc on va spécifier en secondes le temps de validité. Donc 120 secondes, 2 minutes, maximum autorisé par la RFC, 1 an. Je ne me rappelle plus combien ça fait de secondes, mais c'est un beau chiffre. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, si un serveur un peu trop zélé envoie les deux informations, la règle officielle, c'est de dire on ignore expires au profit de catch control. C'est le dernier arrivé qui a la priorité sur l'ancien. Ce qui n'est pas très poli dans notre monde à nous. Catch control, si jamais vous y avez déjà regardé précédemment ou si vous y regardez prochainement, vous verrez que c'est beaucoup de directives. On retrouve max edge ici, mais on ne retrouve pas que max edge, on retrouve plein de choses. C'est un peu intimidant de prime abord. Et effectivement, lorsqu'on lit pour la première fois, on se dit, oh là là, ça fait quand même beaucoup de choses, je vais relire une autre fois quand même. On ne va pas tout aborder dans la presse. Cependant, quand bien même ça fait un petit peu peur de prime abord, en lisant la RFC, une fois, deux fois, trois fois, une fois, au bout d'un moment, on commence à comprendre ce que chaque directive fait, et on comprend après derrière toutes les implications que ça peut avoir, et c'est plutôt riche. On verra quand même un petit détail, c'est que les directives peuvent être utilisées autant pour certaines dans les requêtes, donc à l'initiative du client, qui fait une demande au serveur, que dans l'autre sens, descendant, le serveur va rajouter des informations dans Catch Control pour informer tous les équipements qui seront traversés, potentiellement des serveurs de cache jusqu'au client, de certains comportements à adopter. Donc c'est compliqué. Heureusement, on trouve sur Internet pas mal de documentation, dont une documentation pour les développeurs rédigée par Google, qui propose un diagramme qui permet assez rapidement de comprendre dans quel cas il faut choisir les différentes directives en fonction de la nature de l'entité manipulée.
Donc pas de panique, catch control c'est un peu brut de décoffrage au début, mais on trouve des explications accessibles un peu partout. Vous retrouverez l'URL là qui est quasiment illisible en bas, mais fort heureusement cliquable sur la presse lorsqu'elle sera en ligne après, donc vous pourrez accéder à toutes ces données-là. Donc revenons au cache maintenant. Donc une fois qu'on a mis quelque chose dans un cache, théoriquement c'est censé être assez simple après. Lorsqu'il y a une requête qui est émise, le but du cache ça va être de dire est-ce que je peux répondre. Donc il va chercher une correspondance, est-ce que j'ai quelque chose qui ressemble à ce qu'on me demande? Oui. Alors maintenant, deuxième question, est-ce que la chose que j'ai est encore fraîche? Est-ce que je peux la servir? Ou est-ce qu'il y a intoxication potentielle? Donc si c'est encore frais, cool, on la retourne tout de suite, et on bypass le reste du traitement. Si jamais la date est dépassée, c'est peut-être pas très judicieux de la retourner. Du coup, le serveur de cache va demander une validation au serveur d'origine. En tout cas, il va demander une validation derrière lui. Potentiellement, c'est le serveur d'origine, potentiellement, c'est un autre serveur de cache. Et puis, autre cas le plus défavorable, entre guillemets, c'est si jamais il n'a rien trouvé comme correspondance, dans tous les cas, il ne va rien pouvoir servir, donc il fera comme le point d'avant, il va demander au serveur qui est derrière lui de fournir la ressource. Voilà, donc c'est assez simple, et c'est un principe que l'ensemble des caches utilise. Donc cette notion de fraîcheur, on a vu qu'elle repose donc, dans le principe du time to live, sur une notion d'âge, qui peut être calculé de différentes façons, en fonction qu'on a reçu un max edge, en fonction qu'on a reçu une date. Et donc derrière, ce faisant, une fois qu'on a cet horodatage, on a la règle d'expiration, et on va pouvoir, lorsqu'on est un serveur de cache, choisir si on délivre ou non une entité. Et l'entité est potentiellement, quand bien même la date est dépassée, encore consommable. C'est pas parce qu'on avait mis, pendant l'exemple des yaourts qu'on peut manger 2-3 jours après, c'est pas parce que la date est légèrement passée que l'entité a été modifiée strictement. Il y a aussi le cas contraire, c'est pas parce que la date n'est pas encore passée que l'entité n'a pas bougé. Donc imaginons que la date soit légèrement dépassée. Comment le serveur de cache va pouvoir savoir si la donnée qu'il a quand même récupérée une fois, donc ça lui a coûté de la récupérer, ne peut pas quand même être servie? Il va demander une revalidation, qui va se retourner vers le serveur qui est derrière lui, soit un serveur de cache, soit le serveur d'origine, pour dire, voilà, j'ai une entité, j'ai dépassé la date, je peux encore l'utiliser ou pas? Si la réponse est oui, cool. Si la réponse est non, je récupère une nouvelle version. Donc pour ce faire, le serveur de cache va utiliser une requête conditionnelle. Une requête conditionnelle, ça va éviter de faire un get et de récupérer la ressource si jamais elle n'a pas bougé d'un pouce. On va faire une économie, on va chercher à faire une économie de bande passante. Pourquoi ramener exactement la même donnée si on l'a déjà dans le cache? Donc le deal, ça va être de dire, je fais une demande, je fais un get, et potentiellement, avec les informations que je fournis avec le get, le serveur va me dire, c'est bon, elle est toujours bonne, je te remets un nouveau tampon avec une nouvelle date, c'est de la remballe un peu, et du coup, tu peux garder l'entité que tu as dans ton cache, change juste l'étiquette de date de péremption. Ou alors, autre cas, le serveur qui est derrière va dire non, non, effectivement, la donnée a changé, enfin moi j'ai une autre version, du coup je la renvoie, la version entière, et je renvoie en plus la nouvelle date ou le nouvel âge qui lui est associé. Donc dans un cas, on aura une réponse sans corps, avec un status code 304, not modified, qui est explicite, qui dit voilà, l'entité n'a pas bougé, tu peux la récupérer, je te remets juste un nouveau tampon avec une nouvelle date. Ou alors, une réponse complète avec un corps et des informations associées pour le cache, pour mettre à jour son état. Pour pouvoir faire ça, la requête conditionnelle va utiliser des headers spécifiques, if modified since, if unmodified since, et va passer la date. Est-ce que la requête et la donnée a été modifiée depuis la date que j'ai reçue précédemment? Oui, non, etc. Le problème de la validation avec une date, on a vu la date, elle est exprimée à la seconde près. La seconde, c'est un peu grossier. En une seconde, il peut se passer beaucoup de choses. Et imaginons que le client a récupéré au tout début de la seconde l'entité, et que le serveur, juste après, se soit fait bombarder de modifications et que l'entité était complètement changée. Le client redemande, au fait, est toujours bonne mon entité qui a été créée la seconde truc? Le serveur, lui, il n'a que ça pour dire, oui, a priori oui, moi aussi elle a été modifiée à cette seconde-là, mais à la fin de la seconde.
Donc on voit bien qu'il y a un problème de granularité ici. La seconde ne va pas permettre assurément de récupérer une information précise sur la validité encore active de l'entité. Donc le serveur de cache ou le client considérera que sa ressource est fraîche, et puis en fait non, elle n'est plus vraiment très fraîche, voire elle est complètement changée. Donc le validateur utilisé là, qui utilise une notion de date, validateur que j'ai défini précédemment, donc qui permet de comparer deux entités et de dire oui, ça match, on va le considérer comme faible. C'est pas un validateur qui peut faire foi assurément, sur lequel on peut s'appuyer pour être sûr d'avoir quelque chose de frais. C'est là où on va faire rentrer le e-tag, un validateur un peu plus fort. Donc le protocole HTTP a déjà prévu le coup, depuis 1999. Et donc, en retournant avec une ressource, une clé d'identification de version, on va pouvoir faire une requête conditionnelle, mais avec d'autres headers. Cette fois-ci, on va plus faire un if modified since avec une date. On va dire, est-ce que quelque chose a été modifié en comparant par rapport à ce numéro de version? Là, c'est beaucoup plus strict, il s'agit d'un identifiant. Là, on triche moins, sauf si on fait des identifiants avec des fortes probabilités de collision, mais ce n'est pas forcément recommandé pour un e-tag. Mais en théorie, cet identifiant va permettre assurément de comparer deux entités et de savoir si ça match ou pas. Donc la spec HTTP propose un autre jeu de headers adapté au e-tag, le if match ou if non match. Et là, on passe dedans, quand on est client ou serveur de cache, le e-tag de l'entité que l'on avait conservée. Comme c'est beaucoup plus fort et que c'est beaucoup plus efficace qu'une date, la spec recommande d'utiliser ça. Elle le recommande sauf si on se trouve confronté à un cas absolu, type le e-tag me coûte un bras à générer, je ne peux pas le faire à chaque fois, donc je vais le faire que dans certains cas. Auquel cas, ce n'est pas une obligation formelle, c'est un fort conseil d'utiliser le e-tag. Pour une bonne raison, c'est que ça va permettre derrière de lever le flou sur la fraîcheur d'une entité. Donc tout ça c'est pas mal, on a fait beaucoup de get depuis tout à l'heure. Mais il y a d'autres choses qui ont été prévues dans le mécanisme de gestion du cache HTTP qui concernent l'invalidation des entités. Le fonctionnement du cache HTTP dit quiconque agit en tant que cache et reçoit une requête unsafe sur une entité, concernant une entité, devra invalider, si jamais il avait cette entité dans son cache, l'entité en question. Donc je fais un get sur quelque chose, je refais un put dessus, le cache qui se trouve au milieu, il doit griller l'entité qu'il avait récupérée au moment du get. Et au prochain get, il devra demander au serveur qui est derrière lui, serveur d'origine ou autre serveur de cache, de récupérer quelque chose de plus frais. Donc on a donc une mécanique proposée par HTTP pour l'invalidation des entités. Ça va peut-être nous intéresser, ça. Exemple en image. Et vous admirez mes jolis dessins. Imaginons donc qu'on récupère une entité, une personne, en traversant un cache. Donc on va faire un get, /people/Lucy, arbitrairement. Le cache n'a pas l'entité, on le traverse, enfin, il laisse passer. On va jusqu'au serveur d'origine, le serveur d'origine répond, le cache récupère une copie pour le prochain coup. Et ce que je disais juste avant, si je fais un put sur cette même ressource, le cache va donc griller, invalider, pour le prochain appel get, la représentation qu'il avait récupérée préalablement. Le put va aller jusqu'au serveur d'origine, le serveur d'origine va faire un peu ce qu'il veut, il va répondre un peu ce qu'il veut, et puis voilà. Donc en fait, on a cette mécanique d'invalidation à portée de main. Donc ça peut être intéressant de l'exploiter. Mais comment l'exploiter maintenant dans une API web? On va voir qu'on peut en tirer pas mal d'avantages, selon la façon dont on va exposer les données. Exemple, teasing, juste derrière la page. Hop. Imaginons une requête. Donc le petit bonhomme, c'est toujours Lucie. Comme dit précédemment, une bonne pratique va être de poster la nouvelle entité sur un point d'entrée qui va représenter la collection. Donc là, on va poster sur /people, et on va fournir dans le corps de la requête la représentation de Lucie. Donc on fait un post. Le serveur va donc recevoir ça, et potentiellement répondre quelque chose. Assurément même. Si un cache se trouvait sur le chemin, la représentation en cache, par définition, va être invalidée. Méthode unsafe. Mais si la réponse reçue du serveur d'origine est de ce type-là,
303 see other avec un location qui dit, bah voilà, on vient de poster sur people, et j'informe l'émetteur de cette requête que la nouvelle entité, maintenant, est localisée à cette adresse-là, /url, /people, /lucy. Eh bien, la spec dit, si un serveur de cache reçoit ça, il doit aussi invalider people lucy. Cool, on fait d'une pierre deux coups. Ça veut dire que le cache, quand il va recevoir le post sur people, il va dire, ok, ma collection, que j'avais potentiellement en cache, au prochain coup, on me la demande, il faudrait que j'aille la redemander parce que Lucy a été rajoutée, donc ma collection n'est plus bonne, enfin l'image que j'en ai. Et au retour, on dit, ah, et en plus, si jamais j'avais déjà Lucy quelque part de stocké, on vient de me le poster, le location me dit, il a été mis à jour. Donc on vient de mettre à jour, en un coup, deux informations d'invalidité. On n'a pas récupéré les représentations, mais on a dit, ça c'est grillé, ça c'est grillé. Et le serveur peut répondre aussi à autre chose. Il peut répondre une réponse en 200, tout s'est très bien passé, et un content location people / Lucy, et dans le corps, la représentation de Lucy. Cette réponse-là va dire, voilà, moi le serveur, j'accuse bonne réception de la demande, j'ai enregistré Lucy, voici la représentation qui correspond à Lucy, voici son emplacement avec le content location, et là, on a un deuxième effet qui se coule, c'est qu'un serveur de cache aura la possibilité de récupérer la représentation de Lucy qui revient, pour non seulement invalider, mais automatiquement mettre à jour, sans être obligé d'attendre le prochain get pour faire la demande. Donc là, on est allé encore plus loin dans l'économie, on évite un round trip, c'est toujours ça de prix, et donc en un coup, un serveur de cache pourra non seulement, alors invalider people, ça sera fait, il ne pourra pas recharger people d'un seul coup, par contre, non seulement il aura invalidé Lucy, mais en plus il aura récupéré tout de suite la prochaine bonne version. Et ça peut être intéressant pour les perfs. Ce qui s'applique à post s'applique à toutes les méthodes unsafe, delete est donc éligible. Supprimons la pauvre Lucy. Si je supprime people Lucy, donc le cache voit que people Lucy, ok, la prochaine fois il va falloir que j'aille demander, et puis quand je demanderai en plus, il n'y en aura plus. Donc on va recevoir une information avec ce type de méthode, une information d'invalidation pour l'entité Lucy, mais si en plus la réponse du delete est soit un 303 see other qui dit location / people, il faut le griller en même temps, ou mieux, un content location avec people et la collection, à nouveau on va faire d'une pierre deux coups mais dans l'autre sens. On va invalider people Lucy, et derrière la réponse va nous dire, et la collection aussi, il va falloir considérer qu'elle n'est plus apte à être servie si elle sort du cache. Vous voyez la mécanique là? Et uniquement sur le jeu des réponses, en utilisant les bons headers et potentiellement les bons bodies. Attention! Warning Hartung, je ne sais pas prononcer le dernier, c'est du chinois. Condition importante pour que cela fonctionne. Il faut respecter quelques principes de base. Le plus important, c'est que l'URL ne doit pas servir à faire transiter des modifications d'état. On n'est plus... Là, on adresse avec des URL des ressources. Et derrière, on va agir avec les verbes HTTP sur ces ressources. Imaginons qu'on expose naïvement un point d'entrée /people, /lucy, /smile pour pouvoir changer l'état, souris, pas souris. Derrière, on manipule une ressource qui est le sourire, et plus vraiment Lucy. Donc les mécanismes d'invalidation, Lucy change d'état, elle passe de souris à souris plus. Pour autant, si quelqu'un fait un get /people, /lucy, cette représentation-là, elle n'a pas été invalidée, et elle va ressortir du cache, et peut-être qu'elle tire encore la tronche alors qu'on lui a demandé de sourire. Vous voyez la chose? Donc si jamais on n'utilise pas une accession via les URL sur la ressource et une transmission de l'état dans le corps, on ne va pas pouvoir bénéficier de cette mécanique d'invalidation du cache. Donc c'est important. Donc on a parlé juste avant de collection, le /people. Une collection d'entités, on peut l'envisager dans une API de plusieurs façons. On peut l'envisager entièrement reposé sur des relations hypermédias, c'est-à-dire on va avoir une collection d'URL qui vont pointer sur chaque entité de la collection. Ou on peut imaginer la collection comme une liste avec les entités embarquées à l'intérieur de cette liste, dans la réponse.
Donc dans un cas, on a une liste d'URL qui vont pointer vers les ressources. Dans un autre cas, on a quelque chose qui est potentiellement directement digérable. En fonction d'un choix ou de l'autre, on va voir que les mécanismes d'invalidation, enfin on comprend que les mécanismes d'invalidation derrière vont être sensibles au choix d'architecture à ce niveau-là. Souvent, quand on dit oui, bah, une collection avec que des liens hypermédias, ça fait plein de requêtes, c'est pas cool. Déjà, il existe la pagination. Deuxièmement, quand vous chargez une page web, vous ne vous rendez pas compte du nombre de requêtes qui sont émises derrière, et pour autant la page s'affiche super vite. Il ne faut pas avoir peur de faire 20 requêtes, c'est pas la mort. Surtout que potentiellement, les ressources qui sont citées dans la collection sont déjà dans un cache. Donc ça risque potentiellement de bombarder. Donc voilà, faut pas dire oh non, full hypermédia, beaucoup trop de requêtes, il faut que je récupère la collection, puis après il faut que je fasse 40 get pour récupérer les entités. Oui, ça peut faire peur de prime abord, mais après il faut le démystifier un petit peu. Derrière il y a du cache, on en parle. Et puis derrière, quand on charge une page web, je voyais une stat aujourd'hui sur Twitter, en moyenne c'est 37 connexions TCP pour une page. Faut pas avoir de complexe. Hein. Voilà. Sachant que lorsqu'on utilise une représentation pure hypermédia, on bénéficie totalement de l'invalidation. Alors que quand on a de la ressource embarquée, la collection porte une partie de l'état des entités, plus chaque entité porte son état. Pour invalider, ça devient un petit peu plus compliqué. On va pouvoir en invalider un, mais pas l'autre. Il va y avoir des décalages. Notez juste que les deux sont recevables, puisque dans certains cas d'utilisation, on n'aura pas trop le choix que de faire de l'embarqué, de l'embedded, comme c'était présenté avant. Mais dans d'autres cas, des collections full hypermédia ne sont pas choquantes, loin s'en faut. Donc continuons sur le cache, et attachons-nous maintenant à détailler quelque chose d'autre, la négociation de contenu. J'imagine que si vous vous intéressez aux API, vous avez déjà eu à vous poser la question, bon, quel format de sortie j'utilisais? JSON, XML, HTML, pourquoi pas? C'est un bon format hypermédia, contrairement aux deux autres. Maintenant, imaginons que mon API propose plusieurs formats. Comment les clients choisissent les formats? Alors là, on se pose la question, puis il y a des grands débats sur Internet. Est-ce qu'on utilise une extension, comme le premier exemple, get la ressource, point, quelque chose qui va nous permettre d'être utilisé indiscriminant pour identifier le format? Est-ce que je passe des paramètres à la requête, format égal, et puis je mets quelque chose? Ou est-ce que j'utilise les headers qui sont aussi faits pour ça, avec un accept, et je dis, bah voilà, je demande la ressource 1, par contre, servez-la moi s'il vous plaît, à la sauce JSON, ou autre, selon les affinités. Donc voilà, il y a plusieurs façons donc d'utiliser les requêtes avec ou sans header pour demander un format spécifique. Toutes ont des avantages et inconvénients, c'est pas forcément strictement égal. Premier cas, l'URL servant de clé d'identification pour le cache, si on demande la ressource dans un format donné, on est sûr de recevoir le bon format assurément. Il ne va pas y avoir de pinceau qui s'en mêle. Si on demande ressource 1 au format JSON, c'est pas l'XML qui va descendre. Ou alors on a un problème assez grave, là, mais à un autre niveau. De la même façon, si on demande XML, on aura XML assurément. Par contre, si on veut invalider la ressource, si je poste ma modification sur la version JSON et que j'applique la même mécanique d'invalidation que précédemment démontrée, bah, j'invalide que la branche JSON. Et la prochaine demande concernant XML, elle n'a pas été invalidée, elle reste dans son jus, donc dans la version précédente. Donc là, ça pose un problème sur la mécanique qui semblait intéressante d'invalidation. Donc une seule représentation, un seul type, un seul format qui va être impacté. Même chose avec des query parameters. Maintenant, les caches utilisent aussi des paramètres dans la clé d'identification de la ressource. Donc on a exactement la même remarque à ce niveau-là. Vous me direz, tiens, c'est marrant, il en a cité 3, il n'y en a que 2 ici. C'est que le slide d'après, il doit y avoir l'autre. Cool! Si on utilise l'autre technique, avec le header, on pourrait imaginer que ça part mal, puisqu'on utilise toujours la même URL, et qu'en plus, visiblement, on ne sait pas trop dans le cache. On pourrait penser que dans le cache, on ne sait pas qu'est-ce qui a été stocké. Est-ce que c'est le JSON? Est-ce que c'est l'XML? Est-ce que c'est la loterie pour savoir si je demande JSON, lequel des deux je vais avoir? Eh bien non, on peut utiliser un header, surtout le serveur d'origine va pouvoir ajouter un header pour dire ok, très bien le cache, ta clé d'unicité principale c'est l'URL, maintenant il y a une clé d'unicité secondaire. Il va falloir considérer la paire. Et la seconde clé d'unicité, ça va se baser justement
sur un ou plusieurs headers, ou plutôt sur une ou plusieurs valeurs de headers. Et donc en utilisant ce header qui s'appelle vary, on va pouvoir, lorsqu'on développe une API, faire propager dans la réponse les autres axes d'identification des entités. Dans le cas présent, on a utilisé accept. On dit voilà, je demande une ressource, mais accept va pouvoir recevoir plusieurs versions. Un application JSON, un application XML, etc. Alors dans ce cas-là, mes ressources, je les retourne avec le header vary, et je dis voilà, considère donc accept comme discriminant supplémentaire pour identifier la bonne ressource demandée. Et ainsi, le cache va pouvoir empiler différentes représentations qui correspondent à la même clé primaire, l'URL. Et ça, c'est pas un truc nouveau. Ça existe depuis 99, ça a quelques années. Mais c'est pas forcément souvent utilisé dans les API. Mais voilà, on a l'impression qu'on a tout sous le coude et que tout va bien marcher, mais en fait, non. C'est jamais vraiment aussi simple. Clic. Le problème, c'est que souvent, des caches, il n'y en a pas qu'un sur le chemin entre le client et le serveur. Il peut y en avoir 2, 3, beaucoup. Certains qu'on gère, d'autres qu'on gère moins, qui peuvent venir d'un hébergeur, de je ne sais pas quel intermédiaire qui est sur la route. Autre problème, le chemin il n'est pas identique entre différentes requêtes. On peut passer une modification d'un côté, récupérer un get de l'autre. Quand il y a plein de caches partout et qu'on a invalidé un chemin, et qu'au get suivant on passe par un autre chemin, l'invalidation n'aura pas servi à grand chose. Et mauvaise nouvelle, le protocole HTTP ne prévoit pas le coup. Il ne prévoit pas d'envoyer à tout le monde invalidation. Hop, heureusement, quelque part. Encore qu'il y a un draft pour ça. Donc du coup, on a un problème. Dans le monde réel, on n'est plus dans le monde idéal, on peut passer par plusieurs routes. Et donc la super mécanique d'invalidation qu'on a vue tout à l'heure, finalement, elle va potentiellement servir à rafraîchir une partie des caches, mais potentiellement pas tous non plus. Donc il va falloir apprendre à vivre avec de la représentation obsolète, de la donnée un peu périmée, ou présumée périmée. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on peut le faire. Pour rappel, on dispose de headers qui permettent de vérifier, de demander au serveur, est-ce que j'ai toujours la bonne version avec un if non match si on utilise un itags, ou un if modified since, par exemple, pour le pendant itspayers. Du coup, imaginons que vous ayez récupéré, il y a fort longtemps, la représentation de Lucie, que vous souhaitiez la faire sourire. Donc vous allez modifier son état. Potentiellement, vous partez du postulat que la représentation que vous avez est peut-être obsolète. C'est pas grave, on va quand même tenter le coup. On va aller demander au serveur de faire une modification. Donc on va envoyer une requête unsafe vers le serveur, mais on va l'accompagner d'un header, par exemple de type if non match, ou plutôt de if match dans le cas présent, if non match je reviendrai dessus après. Et on va demander explicitement au serveur, peux-tu modifier s'il te plaît la représentation de Lucie si jamais elle match bien celle que j'ai, autrement dit si j'ai la version la plus à jour. Auquel cas, si jamais il me répond une 412, il me dit bah non, la précondition que vous m'avez envoyée, c'est-à-dire match ce numéro-là, n'a pas été remplie, sous-entendu, la version que vous avez est périmée, vous êtes appelé à la récupérer. Un client qui émet cette requête-là, ça sera pas dur derrière de déclencher un get et de dire ok, j'ai tenté, j'ai perdu, c'est pas grave, je fais un get, je récupère la version la plus récente, et je retente le coup. Et sauf si, il y a encore un cas de race condition, ça devrait passer. Ça peut durer longtemps ce jeu, cependant. Et ça permet de protéger et d'envoyer une requête un peu plus explicite, avec un peu plus d'informations pour pouvoir réaliser des opérations. Et ça permet au serveur de répondre quelque chose qui est intelligible par un client, par un automatisme, par un programme. Donc en utilisant cette mécanique-là, on va pouvoir de façon plus légère travailler dans un environnement concurrentiel où les entités vont pouvoir être modifiées par quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave. Lorsqu'on voudra faire des modifications, on enverra des informations concernant l'entité dont on dispose en disant bah voilà, moi j'ai ce tag là, je vais faire la mise à jour. Paf, ça me revient dedans, non, perdu. Je récupère la nouvelle version, potentiellement si j'ai un client un peu intelligent, je fais un diff. Si je peux réparer le diff automatiquement, je fais, je reposte. Pour l'utilisateur final, ça peut être transparent. Si c'est un peu plus compliqué que ça, et que j'ai envie de faire un diff, je fais un diff, je le présente à l'utilisateur. L'utilisateur corrige. Vous voyez un peu les gestionnaires de source, comment ça peut fonctionner. Et derrière, on resoumet et on tente sa chance.
Et ça, c'est accepter l'obsolescence. C'est ok, je travaille avec un jeu de données, potentiellement il n'est pas tout frais, c'est pas grave, ça peut fonctionner. Et au moment où j'ai besoin de faire des modifications, eh bien j'informe le serveur de tout ce que j'ai pour qu'il puisse prendre des décisions. Et puis il me répond si ça passe ou si ça passe pas. Petit mémo, une anti-sèche. Qu'est-ce qui est safe, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça, vous trouvez ça un petit peu partout. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont en tête. Maintenant, dans le cas que je viens de citer, c'était un cas plutôt optimiste. J'ai voulu faire une modif, on m'a dit non. Sous-entendu, récupérer une version plus récente. Je demande une version plus récente, mais potentiellement un cache va m'en renvoyer une qui est encore un peu moisie, un peu ancienne, parce qu'il n'a pas été invalidé, c'est pas passé par le bon chemin. Le client a aussi possibilité de dire, bon, ok, je me suis planté une fois, le deuxième coup, j'en veux une vraie fraîche. Je vais aller, enfin une vraie fraîche. Je veux optimiser mes chances d'en avoir une fraîche. Donc je vais envoyer une requête chargée d'informations qui vont dire, je passe à travers tout le monde et je vais jusqu'au serveur d'origine. Merci de me ramener la donnée qui vient de la source. Catch control, parmi ces directives, permet ça. Lorsqu'on envoie catch control avec du no catch ou un max edge nul, on va pouvoir demander au serveur de cache de laisser passer la requête jusqu'au serveur d'origine. Et le serveur d'origine va dire ok, c'est pour moi, je prends, je renvoie. Dans un cas, les caches bénéficieront du retour en disant ah cool, il me l'a ramené, ben, je la mets à jour en même temps au passage. Dans l'autre cas, avec un no catch, les caches regarderont passer tant la requête que la réponse. Donc on a des capacités de récupérer de la donnée jusqu'au serveur d'origine, mais c'est pas parce qu'on l'a récupérée jusqu'au serveur d'origine qu'elle est encore fraîche quand elle arrive jusqu'à nous. Il faut garder ça à l'esprit. Potentiellement, si c'est fortement sollicité, elle a été encore modifiée un certain nombre de fois. 2 secondes pour digérer un peu tout ça. Une. On enchaîne. Des subtilités. On a l'impression que tout est ok maintenant pour activer le cache. Eh ben non. Imaginons que vous ayez envie de protéger votre API. Tout le monde veut protéger, tout le monde veut exposer ses données, mais en même temps, il faut les protéger quand même. Donc du coup, on se dit, bon, comment on fait ça en HTTP? On va utiliser un header qui est fait pour, authorization, et puis on va passer un token ou que sais-je, une authentification basique, peu importe. Sauf que la subtilité, c'est que, par définition, les caches partagées n'ont pas le droit de mettre en cache une requête qui contient ce genre d'informations. Ça veut dire que si on utilise authorization, tous les caches intermédiaires partagés ne pourront pas faire leur travail de stockage des réponses. Et donc, on perd tout. C'est moche. Qu'est-ce qui reste? Il reste le cache privé, non partagé. C'est mieux que rien. Ça veut dire qu'un utilisateur, il demande une fois une ressource, elle arrive, il la met dans son cache, la deuxième fois, il la prend, la troisième fois, il la prend, elle est déjà dans son cache. Il n'y a que cette mécanique locale de cache qui va pouvoir honorer le cache dans ce cas-là. Les caches intermédiaires n'auront pas le droit de conserver les représentations qu'ils verront passer. Donc dans quel cas on utilise authorization? Eh bien, ça va permettre de propager une information pour identifier l'appelant. Ça peut être utile, malgré tout. Il y a certaines ressources qu'on n'a pas forcément envie d'exposer à tout le monde. Il y a certaines API qui vont être régulées, on va vouloir gérer une notion de quota. Ça se voit de plus en plus, ça évite d'être complètement pris d'assaut et d'avoir un déni de service par des utilisateurs. On va dire, ben voilà, tel utilisateur il a le droit à 150 requêtes par jour sur tel endpoint, et puis là 100, et puis là 12. Et donc pour pouvoir faire ça, il faut qu'on puisse reconnaître l'appelant. Et typiquement, on utilise authorization pour propager ça. C'est légitime, c'est fait pour. On peut utiliser d'autres choses, d'autres supercheries, mais c'est commencer à tordre le cou à quelque chose qui est écrit dans une RFC. C'est pas forcément la bonne approche. Alors comment on fait? On se dit, bah tant pis, j'ai plus de cache, ça c'est moche. Ou alors on se dit, non, il y a peut-être moyen de regarder précisément, est-ce que j'ai besoin de protéger tout? Oui, non. Peut-être pas être bourrin et mettre du authorization partout, il y a peut-être un certain nombre de données que je ne vais pas protéger avec un authorization. Au moins pour celle-là, je pourrais bénéficier des caches partagées. Il y a d'autres mécaniques aussi. On va pouvoir faire une rupture entre guillemets dans l'autorisation. Vous avez peut-être entendu parler de passerelles pour API. Il s'agit d'applications qui vont se mettre devant l'API et qui vont la décharger d'un certain nombre de responsabilités. Par exemple, l'authentification. Une requête va arriver sur le manager d'API. Le manager d'API va dire ok, il y a une authorization, je regarde, hop, il a le droit de passer, il passe. Et dans la requête qui file encore derrière, il n'y a plus d'autorisation. Auquel cas, on peut glisser un cache derrière. Ça sera un cache entre guillemets
propriété de la personne qui publie son API. N'empêche que c'est un cache toujours et qui va toujours servir les mêmes besoins. Et il allègera la charge sur le serveur. Vous voyez, il y a des mécaniques qui vont nous permettre, quand bien même on perd un certain nombre de caches qu'on ne maîtriserait pas, de quand même pouvoir en glisser au dernier moment, juste devant le serveur d'API. Donc on peut quand même utiliser Authorization dans certains cas. Donc c'est pas forcément un ennemi complet. Maintenant, autre point. J'ai mis un Authorization, mais je veux pas trop qu'on voit ce qui se passe dans le tuyau. Donc, je vais utiliser du SSL. Bam. Par défaut, enfin par définition, on utilise ce type de connexion pour éviter le man in the middle. Et donc du coup, par définition, le cache, c'est ça. C'est une entité qui se met au milieu et qui regarde ce qui se passe et puis qui stocke des choses. Lorsqu'on va accéder à une API de façon sécurisée en utilisant HTTPS, le cache ne peut plus non plus, le cache partagé, faire son travail, par définition, et fort heureusement. Les caches privés vont pouvoir le faire. Alors les caches privés, ça dépendra des serveurs de cache privés. En fonction des navigateurs, des versions de navigateurs, tout le monde n'est pas sur un même pied d'égalité. Et puis tout le monde n'a pas les mêmes subtilités pour dire si, tu peux le mettre dans ton cache, ou non, il ne faut pas le mettre dans le cache. Donc là, je vous laisserai regarder les documentations et les deltas qu'il y a entre les différentes saveurs de navigateurs et différentes versions. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est lorsqu'on va être en SSL, le cache partagé, encore une fois, pouf, il ne marche plus. C'est dommage. C'est dommage, mais avant de passer à ça, je continue un petit peu. De la même façon qu'on avait un API manager avant qui permettait de dire, bon, l'autorisation, je la prends pour moi, comme ça derrière je peux mettre un serveur de cache juste devant mon API, et au moins ça va protéger mon API d'un certain nombre de sollicitations. De la même façon, on peut faire une rupture SSL devant l'API, et derrière ce point de rupture, mettre un serveur de cache. Et d'ailleurs, le point de rupture SSL, ça peut être aussi le même point de gestion que l'API manager. Donc il y a toujours capacité à glisser à un moment donné un serveur de cache à un niveau ou à un autre qui va quand même permettre de protéger votre serveur. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que entre les deux points en SSL, il ne se passera rien au niveau du cache. Il se passera quelque chose sur la destination, sur le poste client, il se passera quelque chose de l'autre côté si on a une rupture, mais au milieu, rien. Et là je recule. Donc une API web, des fois c'est consommé par autre chose qu'une application AngularJS. Bien souvent on se dit tiens je vais faire une API puis après je vais faire un front avec un framework JS et comme ça je vais pouvoir directement récupérer mes données, cool, en JSON, comme ça je vais pouvoir alimenter ma single page application. Une API web ça peut être aussi utilisé pour des communications application à application. Et donc le client ça peut être autre chose qu'un browser, ça peut être un client Java. Et dans ce cas-là, on parlait de cache privé. On sait tous qu'un navigateur a un cache privé. Lorsqu'on utilise un client en Java, comment on gère ce cache? Est-ce qu'on le perd? Est-ce qu'on doit uniquement se reposer sur le cache partagé? Auquel cas, dans certains cas de figure, on l'a vu avec des authorizations, du SSL, il n'y a plus de cache partagé. Auquel cas, on pourrait se dire, j'ai plus de cache du tout, comment je fais? Mais en fait, si. Assez souvent, les clients HTTP, les bonnes implémentations, proposent un cache privé. Et dans le cadre, on va parler un peu Java, lorsqu'on développe un client HTTP, enfin lorsqu'on développe un client d'une API en s'appuyant sur un client HTTP Java, comme celui d'Apache, on va bénéficier justement d'implémentation de cache privé. Différentes saveurs, un truc simpliste réservé pour du développement, c'est juste une HMAP, et des implémentations un petit peu plus sophistiquées quand même, qui vont pouvoir s'appuyer sur du EH-cache dans un cas ou du même cache de l'autre côté. Donc, lorsqu'on n'utilise pas un navigateur, mais qu'on utilise un autre client HTTP, relativement souvent, et fort heureusement, puisque c'est dans la spec, on va pouvoir quand même bénéficier d'un cache privé, en plus des éventuels caches partagés qui sont sur la route de la requête et de la réponse. Revenons maintenant sur la partie développement. Là, on parle de pas mal de théorie, mais quand on est développeur, on se rend compte, en écoutant ce que je dis, qu'on le croit ou non, qu'il va falloir manipuler quand même pas mal les headers. Du coup, ça sous-entend que si on veut développer une API web qui fasse usage de façon précise et fine du cache HTTP, il va falloir qu'on puisse agir précisément et finement sur les headers, autant d'un côté que de l'autre, autant dans l'exposition de l'API, pour les requêtes entrantes et donc pour les réponses,
que lorsqu'on développe aussi un client, est en capacité d'envoyer les bonnes informations depuis le client et de comprendre des informations qui arriveraient éventuellement lors des réponses. Donc la manipulation des headers devra être un argument de choix lorsqu'on choisit un framework. En général, on trouve des facilités qui nous permettent d'accéder, mais pas à tous les mêmes niveaux. Côté Jersey, on a un objet cache control qui va permettre justement de travailler avec le cache control et toutes ces directives. Côté Spring MVC, si jamais on utilise Spring MVC, on va pouvoir accéder à l'entity HTTP et à ses headers, mais on est à un niveau assez bas techniquement. Il va falloir écrire soi-même les strings entre le nom du header et la value qui est derrière. Lorsqu'on est côté client JavaScript, avec une requête asynchrone, on va pouvoir aussi avoir accès aux headers pour pouvoir en ajouter, en écrire, et pouvoir consommer ce qui arrive aussi en réponse. Et derrière, avoir des comportements adaptés aux différents cas de figure. Pensez, en tant que développeur, à ces règles-là. C'est pas parce qu'on a mis en place un cache HTTP que le cache applicatif perd toute sa valeur. Inversement, c'est pas parce qu'on a mis un cache applicatif qu'on ne gagnerait pas à utiliser le cache HTTP. Ce n'est pas exclusif. On peut utiliser les deux, voire ça peut être très intéressant. Notamment dans la génération des e-tags, potentiellement. Concernant les e-tags, jolie transition, il faut définir une stratégie économique pour les générer. On a vu que la spécification disait utiliser autant que possible les e-tags, sauf si ça coûte un bras de générer un e-tag. Effectivement, s'il faut 3 secondes pour générer le e-tag alors que ça aurait pu répondre en 30 millisecondes, c'est moche d'avoir perdu tout ce temps. Peut-être qu'il y a un problème dans la génération du e-tag. Donc on peut assez facilement trouver des astuces pour avoir un identifiant de version d'entité à ce niveau-là. Un petit mot pour les équipes qui vont mettre en place tous les systèmes. Quels sont en fait les serveurs de cache web? On en parle depuis le début. Oui, il faut mettre des serveurs de cache, blablabla. Mais quels sont-ils? C'est toujours intéressant de pouvoir souffler 2-3 mots en disant « Oh là là, ce serait bien qu'on mette un cache web devant notre API. » J'ai pensé à 2-3 mots qui passent. Varnish, Nginx, hop, etc. Typiquement, là, on a des grands noms qui officient relativement bien sur le sujet. Varnish, Nginx en premier lieu, Apache peut s'en sortir aussi. Squid, même si a priori il y a quelques subtilités d'implémentation d'HTTP 1.1. Excusez-moi. Ça veut dire dépêche-toi, tu vas atteindre la fin. Autre mot pour les ops. Comment peut-on effectuer une rupture SSL? Si jamais on vous dit « Ah oui, mais on a mis du SSL à une rupture, et puis derrière un serveur de cache, bon, maintenant que tu nous as dit qu'il fallait mettre du varnish, on va le mettre, mais de toute façon, comme il y a du SSL, on peut pas. » En fait, pour faire une rupture SSL à l'entrée devant l'API, il y a des solutions qui vont pouvoir répondre à ce besoin-là. Encore une fois, Nginx peut faire office de, Apache aussi, et après il y en a qui sont un peu moins connus pour nous les développeurs, comme Pound ou S-Tunnel, qui vont pouvoir typiquement se mettre devant un varnish pour faire la rupture SSL, mettre le varnish derrière, et mettre l'API encore derrière. Et là on a rupture SSL, cache HTTP et API. Cool, j'ai pas trop de dépassement. Donc, on a dit pas mal de choses. Pas forcément toutes digérées, mais j'essaie de conclure. Première conclusion, HTTP 1.1, ça date quand même de 1999, même si ça a continué à être précisé depuis. Ça propose beaucoup de possibilités, souvent méconnues. C'est bien dommage, parce que depuis 15 ans, la RFC existe, et on pourrait utiliser toutes ces fonctionnalités-là. Mais bien souvent, on ne les utilise pas parce qu'on ne les connaît pas, ou parce qu'on n'a pas forcément senti l'intérêt que ça pouvait avoir. Un développeur d'API, il doit pouvoir s'appuyer sur ce potentiel, et connaître précisément ses limites à lui, et ses limites du potentiel. C'est bien de connaître les deux. Mais dans tous les cas, il n'y a qu'en connaissant les possibilités d'HTTP qu'on va pouvoir se dire, tiens, et si j'utilisais ceci ou cela? Ce qui m'amène à ce slide. Je vous invite à parcourir la RFC 2616, même s'il y a un post qui est sorti aujourd'hui qui dit « Jetez la RFC 2616 à la poubelle ». J'étais content quand j'ai vu ça. Mark Nottingham, qui contribue à la RFC, a dit « Bon, c'est bon, la RFC 2616, elle a 15 ans d'âge. Ok, on admet qu'il y a certains paragraphes qui sont sujets à interprétation multiple, ce qui n'a pas facilité les implémentations, enfin l'accord entre les implémentations. Il y en a qui ont lu d'une certaine façon, enfin qui ont compris d'une certaine façon la phrase, d'autres d'une autre façon. Et donc, certains passages manquaient de précision. Du coup,
Ça fait une poignée d'années, 6-7 ans, qu'ils retravaillent, les ténors derrière les RFC, à repréciser certains passages pour que ce soit sans ambiguïté, ou qu'il y en ait beaucoup moins. Donc effectivement, maintenant, il y a toute une batterie d'autres RFC qui vont préciser et laisser moins d'ambiguïté dans l'interprétation possible. Ça va dans le bon sens, ça va permettre d'avoir des implémentations à tout niveau que ce soit du protocole, plus uniformes. Et lorsqu'on choisira un Varnish ou un Nginx, on se dira pas, oula, attention, il y a peut-être des subtilités, il y en a peut-être un qui marche comme ça, puis l'autre comme ça. Je peux plus changer, j'en ai choisi un, j'y reste. Donc voilà, ces précisions-là vont dans le bon sens, dans le sens de la clarté. Donc, lisez déjà la première, puis si vous êtes encore courageux, essayez les autres. Mais globalement, dans la première RFC, lorsqu'on lit, on comprend déjà tout. Et c'est moins long que la somme de toutes les versions amendées. Et surtout, si vous voulez utiliser HTTP, essayez de respecter les règles. Respecter les règles de méthode safe, unsafe, de la caractéristique d'idempotence sur les méthodes. Lorsqu'on fait une API web, on se conforme à un style, autant que faire se peut. C'est bien de comprendre le style et d'en appliquer les règles de base. Après, si on n'a pas envie d'aller jusqu'au nirvana, c'est-à-dire à la mise en place des liens hypermédias, soit, ça a un coût, mais au moins respectons les règles de base d'HTTP. Et le cache en fait partie. Vous trouverez des références avec quelques pointeurs, le premier étant la RFC bien sûr, mais des choses annexes, intéressantes. 3, 2, 1, contact. Quelques minutes pour vos questions et quelques infos pour me contacter. Questions? Réponse? Ça m'étonnerait que tout soit clair et limpide. Ou dites-le moi, je serais super content. Donc n'hésitez pas. Vous avez encore 30 secondes pour les questions, peut-être que vous avez super soif, peut-être envie de dormir. Ça a peut-être un peu dépassé la presse, mais tu parlais tout à l'heure de faire un... qu'il ne fallait pas appeler Smile sur Lucie. Oui. Du coup, si ton besoin c'est ça, c'est de modifier la façon dont Lucie sourit. Oui. Tu vas faire comment? Tu vas modifier quelle ressource? Je modifie la ressource Lucie, je vais changer son état. Il faudra repousser l'ensemble des... Pas forcément l'ensemble. En fait, on peut repousser via patch qu'un delta. Mais sinon, on peut repousser l'ensemble. Après, avec une compression gzip, ça va potentiellement pas être si gros que ça. Comparativement à certains trucs qu'on peut télécharger, des images des fois qui sont colossales sur des sites web, enfin, il faut toujours mettre en perspective. On a l'impression, on se met des freins des fois inutilement. On se dit, ah oui, mais il faut pas faire trop de requêtes, il faut pas que les réponses soient trop grosses, etc. Quand on voit les kilo-octets, les centaines de kilo-octets que l'on échange pour afficher une page web, qui s'affiche en très peu de temps, il faut un petit peu se libérer, quoi. Sur un peu de temps parce qu'il y a du cache sur les ressources. Il y a du cache, d'où l'importance du cache. Effectivement. Mais voilà, donc on irait plutôt sur une approche alors bourrine avec un post ou un put qui va reproposer l'ensemble de la représentation de l'entité, ou alors plus sélective avec une mécanique patch. Là, du coup, on est toujours en train de dire patch, on va faire quelque chose qui a. On sait exactement ce que ça a comme effet de bord. Ouais. Si on veut faire une opération sur la ressource, et donc on ne maîtrise pas l'effet de bord, justement c'est le serveur qui va gérer l'effet de bord. Oui. Là, du coup, tu vas. Tu penses à quel effet de bord? Parce que je vois pas. Je sais pas, tu lui dis donne cadeau à Lucie. Ouais. Et suivant qu'elle ne ou pas, soit sourire, soit pleurer. Ok. Du coup, tu peux pas faire un post parce que tu sais pas quelle va être l'état final de ta ressource. Oui. Mais là, du coup, c'est plus toi, client, qui demande une modification de l'état. L'état, il est induit par autre chose. C'est le serveur qui va modifier l'état de Lucie. Enfin, c'est pas toi qui dis souris, c'est toi qui dis je donne un cadeau. Oui, souris ou souris pas, selon que le cadeau est cool ou pas. Alors du coup, non, on va pas pouvoir invalider. Il y a un draft de la même personne qui disait jeter à la poubelle la RFC 2616 Mark Nottingham, qui a proposé justement une notion de propagation d'invalidation sur les entités liées, qui permettrait justement d'avoir un effet boule de neige, dire voilà, j'ai modifié ça, mais attention, en cascade, ça serait bien de griller les autres aussi. Mais c'est encore un draft pour l'instant, c'est pas encore... Enfin, le chemin est long avant que ça apparaisse dans les implémentations, parce que d'abord c'est un draft, donc personne ne va vraiment se bousculer pour l'implémenter. Et puis après, une fois que ça sera passé officiel, il faudra attendre que ça s'implémente et que ce soit généralisé. Et puis sur le chemin de la requête, il y aura potentiellement toujours un vieux serveur de cache poussif qui répond pas à cette nouvelle norme et qui viendra ne pas respecter la règle. C'est tout le problème, entre guillemets, auquel on peut être confronté. C'est pour ça qu'il faut apprendre à vivre avec des représentations obsolescentes. C'est qu'on ne maîtrise pas forcément le chemin qu'on va prendre et potentiellement on va tomber sur un serveur qui ne respecte pas tout, pas bien, pas de la même façon et qui potentiellement ne va pas répondre tout à fait à ce qu'on aurait pu attendre en théorie.
Mais on a tous les outils fournis pour. Et avec un peu de cinématique associée, on peut faire des choses qui marchent très bien en utilisant du cache. Et ne vous en privez pas. Plus de questions? Eh bien, je vous remercie.